Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président français Emmanuel Macron a effectué du 25 au 28 juillet dernier une tournée en Afrique subsaharienne, une tournée qu'il a conduite au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Officiellement, ses déplacements en Afrique, le premier depuis sa réélection, avait pour thème la crise alimentaire provoquée par la crise en Ukraine, les enjeux de la production agricole et les questions sécuritaires. Pour l'Élysée, il fallait également voir derrière cette tournée africaine le fait de marquer la continuité et la constance de l'engagement du président de la République dans la démarche de renouvellement de la relation avec le continent africain. Il fallait repenser ensemble les dispositifs militaires de la France sur le continent, ce qui se présente comme une nécessité stratégique. Ce soir, sur Scène de Presse, nous parlons de cette actualité qui reste une actualité, au vu des développements, les analyses dans les journaux, et nous allons essayer de questionner et redéfinir les fondamentaux de la relation entre la France et le continent. Vous le savez bien, après le passage du président français, il y a eu beaucoup de discussions, des courants d'idées sont nés. Nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir, sur ce plateau, le professeur Nkolefoué qui est là. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Vous nous faites l'honneur d'être là pour parler de cette question. C'était un grand honneur pour moi d'être avec vous et avec tous les panélistes autour de ce plateau. À côté de vous, le professeur Roger Mondoé, professeur titulaire, chef du département de philosophie à l'université de Douala, directeur donc de la Chan University Press et représentant du collectif africain contre la radicalisation et le terrorisme. Bonsoir, professeur. Bonsoir, c'est vrai. Bienvenue également. Bon, très heureux d'être là. À côté de moi, professeur Henri Teko. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Vous êtes maître de conférences et enseignant-chercheur au département de sociologie de l'université de Yaoundé 1, essayiste et écrivain poète, membre de l'Association internationale des sociologues de langue française et du groupe de recherche sur la sorcellerie, l'un des pionniers de la sociologie et de l'entrepreneuriat et du paradigme pluraliste en management. C'est beaucoup. C'est peu. Le meilleur reste à venir. Merci beaucoup, professeur. Et tout à côté de vous, Dr Pierre Nka, journaliste, directeur de publication de Sens Politique, qui nous présente un hors-série. On parle de quoi? Leçon des bourses positives génération, Dr Nka. Oui, en effet, vous savez, dans notre activité, nous essayons un peu de joindre le journalisme et la science politique et nous faisons là un travail de type appliqué. Et on a essayé de suivre l'exécution du budget d'investissement public dans le domaine de la santé. Et on a relevé certaines leçons. On le dit parce qu'on l'a fait en partenariat avec une organisation de la société civile sur financement de certains bailleurs de fonds, mais on a formé 15 journalistes camerounais sur le suivi du budget d'investissement public. On a un ensemble de leçons, des avancées, oui, et on a vu le gouvernement se bouger à chaque fois que les journalistes écrivaient des articles, ce qui était une bonne chose au final. Cela dit, l'année dernière à Montpellier s'est tenu le sommet Afrique-France, vous vous souvenez très bien. Le président français avait rassemblé autour de lui les membres de la société civile africaine pour repenser la relation entre l'Afrique et la France. On a toujours à l'esprit cette image forte décrite par Elda Kwama, c'est une femme du Burkina Faso. Elle disait notamment, si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez-le, cette marmite-là est très sale. Elle parlait en s'adressant au président français. Alors, professeur Teko, quand on écoute cette phrase-là, au regard de l'environnement social, on va se dire que le sommet de Montpellier a annoncé déjà des couleurs de ce qu'on vit aujourd'hui, la relation entre la France et l'Afrique. Effectivement, et il faut surtout aller au-delà même du sommet de Montpellier pour s'intéresser à l'imaginaire de la fonction du président de la République tel qu'incarné par Emmanuel Macron depuis qu'il est à la tête de la République française. On se rend bien compte qu'il y a une innovation dans la pratique de la fonction de président et le sommet de Montpellier était justement là pour montrer que avec ce président, on a affaire à quelqu'un qui est ouvert, qui prend en compte ceux qui généralement n'étaient pas généralement pris en compte, c'est-à-dire les acteurs non institutionnels. Et avec même sa visite, on a pu se rendre compte que c'est un président qui met moins l'accent sur le tourisme, sur le spectaculaire, sur la parade que sur le travail. Et donc c'est un président qui amorce une nouvelle orientation de la relation entre l'Afrique et la France. Et le sommet de Montpellier était une innovation, c'était une originalité qui montre qu'effectivement, on a aujourd'hui affaire à une nouvelle conception
de la fonction de président. On a aujourd'hui affaire à un président qui semble s'intéresser de plus en plus à toutes les libertés qui peuvent s'exprimer dans le continent africain. Il faut noter qu'on parle d'un continent qui aujourd'hui est constitué d'une population majoritairement jeune, des jeunes dont l'âge varie entre 20, 25, 30 ans, et ces jeunes n'ont plus les mêmes problématiques qui étaient celles de ceux qui étaient les adultes, ceux qui aujourd'hui sont dans la cinquantaine. On a fait un président qui est plus ouvert. Mais sauf que ces jeunes ne sont pas au pouvoir, il faut quand même aller avec les politiques qui gèrent le pouvoir. Est-ce qu'il n'a pas fait, le président français n'a pas fait un choix quelque peu difficile, parler aux gens qui directement n'ont aucun impact sur la vie politique, la vie sociale peut-être des Africains? C'est peut-être un choix a priori, disons, difficile et peut-être mal orienté, c'est ce qu'on peut se dire, mais lorsqu'on observe aujourd'hui les réalités sociales en Afrique, on se rend bien compte qu'il y a une forte émergence de nouveaux acteurs qui proposent de nouvelles alternatives. Ces acteurs ne sont pas forcément contre l'État, mais ce sont des acteurs qui évoluent aujourd'hui aux côtés de l'État, notamment la société civile, et qui sont prêts à accompagner les différents États africains dans la réalisation d'un ensemble d'objectifs et dans l'atteinte aussi des objectifs de lutte contre la pauvreté, par exemple, de promotion de l'épanouissement, même en termes de liberté, d'expression, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on a affaire à une pluralité d'acteurs qui montrent que l'environnement africain aujourd'hui n'est plus seulement constitué des acteurs institutionnels, des acteurs conventionnels, mais de plus en plus, on a des acteurs non étatiques, non institutionnels, mais avec lesquels il faut désormais compter si on veut véritablement réfléchir sur l'avenir de l'Afrique. Et je pense que c'est ce que le président Emmanuel Macron essaye d'adopter comme paradigme, comme nouveau paradigme dans sa conception, dans sa perception de l'environnement africain. On l'a aussi entendu, Dr Nka, l'Afrique se développera par elle-même grâce à des collaborations saines, grâce à sa force d'innovation et de création. La relation avec la France nous conduit vers cet objectif quand vous observez bien? Non, fondamentalement, il faut dire qu'avec la nouvelle formule de Montpellier 2021, c'est évident, il y a un problème. Il y a un problème et la France, sans doute, est allée vers la couche la plus vulnérable. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que la France a un recul en Afrique. Ce n'est pas dit par nous, c'est dit par la France elle-même. Le Conseil des investisseurs français en Afrique, SIANC, publie un rapport annuel chaque année. Vous allez voir sur les 3 dernières années, la France a perdu sur tous les terrains. Qui sont les personnes qui donnent leur avis? Ce sont les jeunes. L'élite qui est jeune aujourd'hui dans les affaires, des politiciens. Et sans doute au sortir de là, la France s'est dit, il faut faire autrement. Il faut autrement, vous avez vu la posture de celui qui a plus ou moins suivi ou bien réuni cette jeunesse, c'est Achille Mbembe, le professeur Achille Mbembe. C'est un peu aussi en contradiction peut-être avec la pensée. C'est parce que vous parlez, est-ce qu'il faut envisager une nouvelle dynamique? Je doute fort parce que lorsque des leaders comme Achille Mbembe ont eu des positionnements qu'on connaît et aujourd'hui ils reviennent faire une nouvelle posture qu'ils donnent à la France, ça montre qu'ils ont fait le diagnostic, ils ont trouvé une solution pour que le lien France-Afrique ne soit jamais rompu, mais qu'il peut-être il se renouvelle. En quelle faveur? Vous posez bien la question. J'admets avec le professeur que la société civile, ce sont les acteurs nouveaux, ils sont pour certains anciens, mais la société civile africaine est dans la dépendance avec les bailleurs de fonds. Le problème qui s'est posé, c'est qu'on a eu l'impression que cette société civile à Montpellier était choisie. En effet. Est-ce qu'elle était représentative? En effet, cette société civile a été choisie pour des objectifs précis. C'est pourquoi nous questionnons l'originalité de cette approche. Cette approche pose un problème parce que c'est un président français, vous l'avez dit d'antan, légitimement élu, légalement élu, face à une société civile à qui l'État, dans son organisation juridique, concède une partie des politiques publiques afin qu'il les accompagne dans leur mise en œuvre. Mais maintenant, est-ce que cette société civile est aussi représentative que la France? Ou bien la France se dit, dans une logique peut-être de soft power, s'il faut passer une nouvelle idéologie, une nouvelle façon de faire, on utilise cette société civile qui, généralement, est financée par les mêmes circuits de financement
penser au Quai d'Orsay? Professeur Mondoé, dans cette dynamique, il y a un mot qui revient dans la relation qu'on voudrait avoir entre la France et le continent africain, c'est le partenariat. Parce qu'on estime que l'Afrique a aussi à donner. On y est? Absolument, mais permettez d'abord, Séverin, que je puisse répondre à Pierre K. et au professeur Teko. Je voudrais avouer que le sommet de Montpellier s'inscrit dans une continuité, dans la théorie de la domination. Il s'agit de casser les stratégies endogènes de libération du continent. Il a bien dit tantôt, la société civile qui a été sélectionnée, choisie à Montpellier et même tout récemment au Noir Country Club, alors c'est justement celle-là qui est capable d'apporter, répondre au discours, n'est-ce pas, de la France, pas du Cameroun nécessairement. On se sera attendu à un choix, n'est-ce pas, par les deux parties, prenantes. Montpellier, il y avait quand même une société civile assez diversifiée. On avait des Guinéens, dans la diversification du choix de celui qui choisit. D'accord, il faut qu'on se comprenne bien. Et donc, je dois avouer que c'est une nouvelle facette, un nouveau stratagème mis sur pied par ce qu'on a appelé la France-Afrique. Voilà. Il s'agit donc de sélectionner une société civile qui est déjà financée, là, si bien dit, par ces mêmes canaux France-africains. Et donc, il va donc se charger de déstabiliser ou alors de contribuer à déstabiliser nos États. Voilà. Donc, pour moi, il ne s'agit pas d'une nouveauté, mais d'une réorientation stratégique pernicieuse. Voilà. Maintenant, le partenariat. Eh bien, la France a toujours parlé du partenariat et même du co-développement. Avec le président Sarkozy, ça s'agissait du co-développement. Et ce partenariat-là devrait s'intensifier. Je ne crois pas que nos pays africains sont fermés au partenariat. Au contraire, l'Afrique a besoin de tous les partenaires qui sont capables de l'accompagner dans ses politiques de développement. Donc je crois qu'il faut faire le pari du non-alignement, il faut faire le pari du multilatéralisme. Voilà. Alors, professeur Nkolofoui, ce n'est pas un choix anodin. Le discours qu'on a eu à Montpellier, qui se poursuit, nous en parlons parce que au lendemain de Montpellier, avec la dernière visite du président Macron, on était à peu près sur la même ligne, le même discours. Ce choix-là, vous partagez l'idée du professeur Mondoé, c'est la continuité il faut d'abord noter que le choix de Montpellier s'est inscrit dans la continuité d'un processus engagé il y a à peu près 30 ans avec ce qu'on a appelé à cette époque-là la mondialisation. La mondialisation impliquait des mutations décisives sur le plan géostratégique, sur le plan politique et sur le plan culturel. Et cette mondialisation sur le plan géostratégique et sur le plan politique impliquait notamment ce qu'on peut appeler la reconfiguration du pouvoir et la reconfiguration de la notion de souveraineté. Parce que depuis le XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, on était habitué à une conception de la souveraineté qui voulait, par exemple, que chaque entité politique soit maîtresse d'un territoire bien déterminé. Alors, c'est ce qui s'est notamment défini dans les principes de ce qu'on appelle Westphalie. Or, il se trouve que, et nous avons bien suivi le président Macron ici à Yaoundé, il a lâché un concept qui est passé presque inaperçu. Parce qu'il a parlé de la mise en place d'un monde post-westphalien. Donc, d'un monde post-national, comme cela s'est dit dans la terminologie postmoderne. Un monde post-patriotique, un monde post-résistance. Et dans ce monde, il s'agit de quelque chose de tout à fait simple. Les États auront désormais
à partager la souveraineté avec d'autres acteurs, notamment les acteurs non institutionnels, les acteurs non étatiques, ce qu'on appelle les ONG, mais il y a également les multinationales. Ce qui est normal parce que nous sommes dans la logique de la démocratie participative. Il faut bien que tous les acteurs dans un groupe donné sont impliqués dans la prise de décision. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à cela? Il y a un problème extrêmement important. Parce que les États africains, les États du tiers-monde sont en phase de consolidation de leur souveraineté. Il faut d'abord bien maîtriser les territoires. Et nous constatons que nous ne sommes indépendants que depuis une soixantaine d'années déjà. Donc les États africains comme les États asiatiques n'ont pas encore la pleine maîtrise de leur territoire. Il y a des mouvements irrédentistes, etc. Nous avons des problèmes de construction des infrastructures. C'est des problèmes extrêmement importants, des problèmes qui demandent beaucoup de temps. Nous devons unifier et le territoire, mais également la nation en tant que telle, parce que nous sommes partie des communautés cosmopolites. Or, là maintenant, il faut que la nation se mette en place. Or, c'est justement à ce moment-là que les théoriciens de la mondialisation viennent remettre en cause le principe de la souveraineté et demandent le partage, n'est-ce pas, de la souveraineté avec les acteurs non étatiques. Et cela pose d'ailleurs de nombreux problèmes. Vous constatez actuellement qu'il y a des mouvements centrifuges sur le plan social, des mouvements qui visent par exemple à la fragmentation de l'entité nationale. Depuis quelque temps, il y a des tendances fédéralistes qui se manifestent un peu partout. Professeur, je peux me tromper. Je peux me tromper. Bon, oui. Peut-être que chacun pourra dire ce qu'il veut dire. Mais je pense que le problème de fond et qui interpelle peut-être notre conscience aussi, le problème de nos partenaires, c'est l'amélioration de la gouvernance. S'il y a aujourd'hui, on est à la recherche des voies et moyens pour que nous puissions partager le même discours, c'est parce qu'il y a un problème de gouvernance. Et je me dis que l'attitude du président français qui remet en cause les relations antérieures entre la France et l'Afrique, cette attitude-là va dans ce sens-là. Il faut absolument que les États africains qui veulent être des partenaires fiables vis-à-vis de la France doivent améliorer leur gouvernance. Est-ce que c'est pas ça la question, plutôt qu'une question de contrôle des États, contrôle... Mais qui doit poser le problème de l'amélioration de la gouvernance? Ce ne sont pas des partenaires étrangers. Ils donnent de l'argent. Non, alors quand on dit que des États africains sont financés, l'argent vient de l'extérieur, il faut bien qu'on s'entende. Parce que l'argent qui vient de l'extérieur, mais une bonne partie de cet argent vient quand même de l'exploitation, n'est-ce pas, des différents pays africains. Et cela depuis l'économie des traites, depuis l'époque coloniale et jusqu'à cette époque-ci. Donc c'est une question extrêmement importante. J'aurai peut-être l'occasion de revenir là-dessus, oui, parce qu'on ne peut pas passer là-dessus comme ça. Oui, c'est vrai, vous faites bien de poser la question de la gouvernance. Vous savez, 1990, c'est la gouvernance qui est en jeu à la BOL. Des conditionnalités sont données aux pays africains parce qu'on vous donne de l'argent, vous devez être démocratique et tout. Mais de manière précise, est-ce qu'il y a une internalisation de cette gouvernance en Afrique? C'est là tout le problème. Or, sur le plan panafricain, l'Afrique s'est dotée des moyens. Il y a en 2007 la charte de la gouvernance, de la démocratie et des élections qui encadre tout l'arsenal, c'est-à-dire à partir de l'État central jusqu'aux différentes entités, la gouvernance doit respecter un ensemble de choses. Cela, est-ce que c'est respecté par les Africains eux-mêmes? Là est tout le problème. Est-ce que cette société civile choisie par Macron est une société civile vectrice d'externalités positives pour une bonne gouvernance en Afrique? C'est tout un problème parce que nous, les tendances que nous avons observées, c'est que c'est une société civile de prestation de services qui mène même des études sur le terrain, pas en faveur du Cameroun, mais qui sont expérimentées et exploitées par d'autres. Dans cette bataille,
Je pense que l'Afrique et les Africains doivent véritablement définir, et c'est une chance que la plupart des États comme le Cameroun pensent à la décentralisation qui a pour fond, socle, l'implication de toutes les parties, de toutes les couches. Mais maintenant, il faut questionner la citoyenneté. Il faut que les habitants, ou bien, je dirais, la population africaine ou des populations du Cameroun se transforment. On a l'impression que nous sommes plus des habitants qui observons que d'être des citoyens. Parce que la notion de gouvernance implique la redevabilité. On ne rend compte qu'à celui qui participe aussi par le paiement de ses impôts, par le civisme, par le respect des institutions etc. Je pense que c'est l'école vers laquelle on ne doit pas attendre la France pour y aller. Oui, professeur. Oui, je dirais qu'il y a un procès contre la France qui aujourd'hui est mal engagé, parce que c'est un procès qui ne prend pas en compte les réalités du continent africain aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que le continent africain aujourd'hui est la région la plus sollicitée par des entrepreneurs. Le continent africain aujourd'hui est de plus en plus considéré comme l'environnement où il y a une forte capacité de consommation. Donc il y a cette idée négative et je dirais même pessimiste que l'on a toujours eu de l'Afrique, mais qui aujourd'hui connaît de très grands changements. Je peux prendre le cas du Cameroun. Lorsque vous voyez une entreprise comme Carrefour s'installer au Cameroun, cela montre qu'il y a un marché, il y a des opportunités, il y a du potentiel. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi des hommes d'affaires camerounais n'ont-ils pas pensé à ce projet avant cet opérateur économique? Donc je pense qu'en fait, au-delà de ce procès qu'on peut faire contre la France, il y a un problème sérieux qui se trouve dans les sociétés africaines, qui est celui de la faible structuration idéologique de nos nations. Et en l'absence de cette structuration, nous sommes plus dans l'analyse des problèmes conjoncturels. En réalité, la France se présente comme un partenaire. Maintenant, lorsqu'on va à la rencontre d'un partenaire, on doit avoir quelque chose. Être dans un partenariat, c'est être dans un rapport de force. Maintenant, face à la France qui a ses propositions, qu'est-ce que nous apportons? Est-ce que nous continuons à nous enfermer dans cette attitude de victime résignée? Et là, il faut rappeler que le professeur Achibemé a été plusieurs fois interpellé sur cette question. Et il a justement dit, effectivement, il s'engage à travailler avec le président Macron parce qu'il pense que c'est l'heure de remettre en question les fondamentaux, comme l'a dit d'ailleurs le président Macron, et qu'il pense que c'est une opportunité à saisir, même si elle est faible. C'est une opportunité quand même, et on peut peut-être critiquer le choix de ceux que vous appelez société civile, mais rien n'empêche aussi... C'est pas nous, c'est la France qui a appelé la société civile africaine. Oui, je dis, rien n'empêche aussi les dirigeants africains de se constituer aussi leur société civile à eux. Rien n'empêche, par exemple, des présidents africains de convoquer des intellectuels pour discuter avec eux. Le sommet de Montpellier, je pense qu'on aimerait bien le voir aussi dans sa reproduction dans les pays africains, que l'on puisse à un moment donné sortir de cette conception, je dirais, un peu divine du pouvoir, pour aller vers ceux qui, bien que constituant des acteurs non institutionnels, sont quand même des forces avec lesquelles il faut pouvoir composer aujourd'hui. Parce que je le dis, le continent africain est un continent en pleine mutation. Et je ne comprends pas, par exemple, comment en Afrique anglo-saxonne, par exemple, vous pourrez composer sans, par exemple, le milliardaire Tony Elumelu, qui aujourd'hui s'impose comme un leader, comme un acteur, qui est capable donc d'apporter du changement et de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse africaine. Donc l'idée vieille qu'on avait de l'Afrique est aujourd'hui dépassée. Il est important aujourd'hui de faire une mise à niveau pour comprendre la réalité de l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui, une Afrique entreprenante, pour reprendre Severino, une Afrique qui aujourd'hui est un continent de l'espoir, un continent de tous les espoirs. N'oubliez pas que le continent africain fait partie des zones où l'économie numérique et surtout l'économie digitale sont les plus développées. L'Afrique aujourd'hui est un continent qui se présente comme, c'est-à-dire c'est l'Eldorado du monde des affaires aujourd'hui. Et on ne peut donc pas continuer à se dire, bon, pourquoi discuter avec tel ou tel et laisser tel de côté? Non, aujourd'hui, il est important de regarder vers un même avenir, c'est-à-dire que l'heure des singularités est révolue. Aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire et il est important que chacun puisse se positionner à partir de ses forces et accepter l'autre avec ce que l'autre peut apporter pour compléter ses forces. Le discours du panafricanisme originel des années 1900, fondé sur la recherche de l'unité culturelle et l'indépendance politique de l'Afrique, de même que le désir de moderniser le continent, eh bien, ce discours-là, on l'a entendu au mois de juillet dernier, parce qu'il y a eu au Cameroun un congrès, le congrès des panafricanistes, et nous allons donner la parole à Banda Kani, qui est
le représentant, le président d'un mouvement qui a eu à coordonner les travaux. Il parle de ce sommet de Montpellier. La renaissance du continent africain ne saurait être l'œuvre d'une décision du président français qui choisit les thèmes, les différentes articulations, les acteurs et le timing. En fait, de facto, c'est une dynamique de recolonisation du continent comme acquis derrière les mots, les gros mots, qui charrient des émotions de renaissance africaine. La renaissance africaine doit être l'œuvre des Africains. C'est une dynamique endogène, ouverte sur le monde, c'est évident. Ouverte sur le monde, c'est évident, tenant compte des interdépendances qui régissent désormais le monde. Mais une renaissance qui est dictée de l'extérieur ne saurait être qualifiée de renaissance. Même si on maquille ça avec des figures, n'est-ce pas, autoproclamés et désignés par la France comme étant les représentants du continent africain, alors qu'ils n'ont reçu le mandat de personne. C'est quand même très grave, même si en termes de format diplomatique, c'est très grave, c'est très grave. C'est très grave en termes de respect de la souveraineté des peuples. C'est une agression de la part du dirigeant français de s'autoproclamer représentant de l'Afrique. En fait, il s'est désigné président de l'Afrique, on ne sait pas de qui il a reçu le mandat, pour décider de comment nous devons renaître au cas où c'est lui qui dicterait les termes de la renaissance africaine. On est là devant une situation extrêmement grave qui signifie simplement la recolonisation du continent africain qui est arrêtée par les anciennes puissances coloniales. C'est inacceptable pour l'Afrique. Les souverainetés nationales ont été conquises de très haute lutte, très haute lutte. C'est inacceptable. Ça serait une régression majeure. Une régression qu'on risquerait de payer très cher dans un contexte où il y a des recompositions géopolitiques à l'échelle planétaire. Il n'est pas concevable, n'est-ce pas, que les Africains acceptent ce type de diktat, n'est-ce pas, venant d'un président. Ce qu'il a fait, c'est évidemment consolider les dynamiques de souveraineté, n'est-ce pas, les consolider, les articuler avec les changements au niveau international, qui sont des changements du droit international, qui sont des changements qu'on voit de manière tectonique, n'est-ce pas, dans l'architecture des relations internationales, telles qu'elles ont été construites après la Deuxième Guerre mondiale. Alors ce cycle-là est terminé. Ce cycle-là est terminé. Il faut que les Africains saisissent l'occasion de se repositionner avantageusement dans la dynamique internationale. Alors, professeur Mondoé, il faut quand même que l'Afrique se remette en question. La question, je vous la pose à vous et au professeur Nkolofoué. Oui, ne donnons pas l'impression que on ne veut pas de la France ou la France a un complot contre les Africains. Est-ce que nous sommes, dans notre démarche, à mesure de dire que nous réfléchissons pour l'avenir, les pays africains réfléchissent pour l'avenir, les États africains? Bien, merci beaucoup pour la question. Il faut dire que la réflexion, elle existe, et elle ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date pas d'hier. Vous avez déjà, avec les pères de l'indépendance, et même avant les indépendances, vous avez des luttes de libération qui ont eu lieu en Afrique. Vous avez, par exemple, de très grands penseurs. Vous avez des Nkrumah, vous avez des Nyerere, vous avez des Cheikh Anta Diop, qui ont réfléchi sur le destin des Africains. Vous avez des institutions africaines et panafricaines qui travaillent jour et nuit pour que l'Afrique, justement, puisse se positionner comme étant l'un des leaders de ce monde. Vous avez, par exemple, au niveau de l'Union africaine, le nouveau partenariat qui est le ZLECAf. La ZLECAf, c'est la zone de libre-échange continentale qui va donc booster les relations interafricaines en termes commerciaux, en termes économiques et même en termes d'échange des ressources humaines. Il faudrait déjà que tout le monde accepte l'intégration. Parce que depuis que on n'a pas de choix que d'y aller. C'est d'ailleurs la perspective du panafricanisme. Il n'y a pas de panafricanisme, je voulais dire, sans volonté d'intégration. Parce que nous avons un vaste... Il faut briser les barrières. Voilà, il faut briser les barrières, mais bien entendu en gardant quand même les ressources culturelles que nous avons. Il ne s'agit pas pour l'Union africaine ou pour les panafricanistes de gommer toutes les différences, de gommer les identités. Non.
il s'agit plutôt de mettre en commun ce qui peut nous permettre d'être plus visibles, ce qui peut nous permettre de nous positionner de façon plus stratégique, plus visible dans ce monde qui est devenu un village. Donc l'Afrique d'aujourd'hui, le professeur Teko l'a bien dit, est en mouvement, l'Afrique est en mutation. Nous sommes l'un des territoires, l'un des continents où le plus grand nombre d'investissements, n'est-ce pas, se déversent de nos jours. Et cela démontre qu'on ne peut plus être pessimiste. Hein, nous sommes dans la perspective de l'afro-optimisme. Mais lorsque l'on dénonce ce qu'on appelle cette tentative de mainmise de la France sur nos pays, eh bien c'est parce que justement, il y a cette réalité-là. Lorsque vous prenez Montpellier, le sommet de Montpellier, eh bien il a été clairement dit qu'il faudrait donc remplacer ceux qui sont au pouvoir. Il s'agit de mettre des financements sur pied pour remplacer des pays. Mais lorsqu'on a mis de ces financements en Libye, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé, par exemple, en Irak? À Montpellier, on a plutôt parlé d'un fonds de financement de la démocratie. Oui, mais il s'agit donc de quoi? Il s'agit de renforcer les capacités de la société civile qui est donc capable de renverser la tendance actuelle. C'est un peu trop clair. pour ça. Mais c'est pas trop dire, parce que c'est ça en réalité l'enjeu. Allons au fond des choses. Ne nous limitons pas seulement au comment des choses. Allons au fond des choses pour voir ce qui se joue. C'était pour promouvoir la démocratie, 15 000... Bon, alors, mais je pense que cette question est extrêmement importante, mais en même temps, elle est délicate. Qui doit promouvoir la démocratie en Afrique? Les Africains eux-mêmes ou alors les partenaires internationaux? Je pense que l'ironie actuellement, c'est que l'on nous parle du développement de la démocratie et l'on presse les pays africains à se démocratiser au moment même où les Africains sont en train de vouloir parachever le processus de libération nationale. Nous n'avons pas encore réussi à asseoir la souveraineté sur nos États. Et c'est ça la priorité. Et lorsqu'on parle de la démocratie, il faut bien qu'on s'entende sur un certain nombre de choses. À savoir que on nous a proposé la démocratie libérale, qui a d'ailleurs été imposée par Bretton Woods. Mais est-ce que nous avons une seule forme de démocratie? Est-ce que c'est la démocratie libérale seule qui doit s'imposer, n'est-ce pas, à toutes les nations du monde? Mais nous constatons quand même que il y a quelques grands pays du Sud qui proposent des alternatives. Par exemple, la démocratie de compétition, la démocratie électorale. Nous connaissons les problèmes que cette démocratie pose. Mais le retour des coups d'État en Afrique ne nous rassure pas du tout. Il faut comprendre pourquoi il y a des coups d'État en Afrique. Parce que les élections sont systématiquement contestées dans la plupart des pays. Et je vais vous dire quelque chose. Lorsque on vante la démocratie libérale, observez que dans un pays comme le Sénégal tout récemment ou au Kenya, eh bien, vous avez un candidat ou un parti politique qui gagne une élection avec 51% des suffrages. Et le parti qui gagne les élections dans ces conditions-là rafle, n'est-ce pas, toutes les places. Et nous considérons que cette conception de la démocratie est totalement irrationnelle. Il y a une autre conception de la démocratie, c'est-à-dire la démocratie consensuelle, qui voudrait par exemple que les acteurs politiques dans une communauté étatique, au sein d'une communauté nationale, eh bien, se rassemblent, discutent, trouvent un consensus. Et ce consensus-là peut avoir la chance d'aboutir à une forme, n'est-ce pas, de gestion de l'État beaucoup plus inclusive. Parce que, et vous voyez quand même l'irrationalité de ce qui s'est passé tout récemment au Sénégal. Une seule voix
a réussi à faire basculer, n'est-ce pas, la majorité. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Et c'est la raison pour laquelle il y a tant de contestations. Premièrement. Deuxièmement, nous constatons que la démocratie libérale qu'on nous propose, mais c'est une démocratie d'essence censitaire, c'est-à-dire qui est fondée sur l'argent. Alors si vous n'avez pas l'argent, eh bien vous ne pouvez rien faire. Et dans des pays comme les États-Unis, en Occident en général, eh bien nous constatons que un consensus s'est établi, n'est-ce pas, au sommet. Où précisément les classes dirigeantes se sont entendues, par exemple aux États-Unis depuis 2 siècles, eh bien c'est un seul parti, mais à 2 têtes, qui dirige, n'est-ce pas, les États-Unis. Or, nous pensons que... Si je vous écoute bien, professeur, oui, ça va nous conduire à une voie sans issue. Ouais. Si nous avons à remettre en cause la nature de la relation entre le continent africain et la France, il faudrait donc que, parce que nous avons les mains liées, ouais, nous avons ratifié, nous avons signé des tonnes de conventions. Ouais. S'il faut remettre en question maintenant la démocratie libérale qu'on nous a imposée, comme vous dites, je pense que cette nouvelle France, cette nouvelle relation entre la France et l'Afrique sera quelque peu difficile. Et la France est en droit de nous dire, OK, allons-y. Ah mais non, mais attendez, lorsque les autres nations définissent leur modèle politique, est-ce qu'ils demandent à l'étranger de le faire? Nous avons la capacité de définir nous-mêmes nos normes. Par exemple, nous constatons que 30 ans de démocratie libérale en Afrique, cela suffit. Je crois que nous devons maintenant changer de paradigme. Et je vais vous dire qu'un pays comme la Chine n'applique pas la démocratie libérale. Le modèle de démocratie, n'est-ce pas, qui est appliqué en Chine, a été élaboré à un moment où la Chine était en train de se chercher une voie. Et là, on a constaté dans ce pays que c'est Mao Zedong, n'est-ce pas, qui l'a constaté dans les années 30. Il a constaté que la Chine était composée de 5 différentes classes sociales. Il y avait la paysannerie, il y avait la classe ouvrière, il y avait la bourgeoisie nationale, il y avait la bourgeoisie comprador et la classe de propriétaires fonciers. Alors, la question qui se posait à l'époque était la suivante. Eh bien, quelles sont les classes sociales qui constitueront la colonne vertébrale de la société? Eh bien, ils ont décidé que, eh bien, ils ont retenu un critère. Le critère, c'est que les classes qui avaient pris part à la lutte des libérations nationales s'associeraient, eh bien, pour diriger la société. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu là-bas ce qu'on a appelé un front uni national. Et c'est ce front uni national qui dirige la société. Et je vais vous dire autre chose. Les pays, n'est-ce pas, qui ont fonctionné sur la base du consensus, historiquement, ont eu des États qui ont duré le plus longtemps. Il y a eu l'Égypte antique, c'est à peu près 4000 ans. La Chine maintenant, un seul État, c'est environ 5000 ans. Cela signifie que, au lieu, n'est-ce pas, de la contestation permanente, au lieu de l'opposition permanente, au lieu des querelles, le genre de querelles que nous observons dans nos pays, eh bien, il est facile que les forces politiques s'entendent sur une ligne à partir d'un front, ce qu'on a appelé tout à l'heure un front uni national, et s'engagent dans la voie du développement. Donc cela ne nous engage pas à engager le bras de fer avec les partenaires internationaux qui ne devraient pas nous imposer, n'est-ce pas, un modèle de gestion de la société. Oui, et c'est vrai, lorsque le professeur Nkolo Foye parle d'une démocratie de 30 ans qui a été imposée ou appliquée en Afrique, moi, objectivement, je dirais au professeur qu'on n'a pas fait cette démocratie. Merci. On l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve en Afrique avec ce que certains sociologues appellent du surpouvoir qui a pour conséquence le sous-développement. Je pense que les pays comme le Cameroun ont la chance que l'évolution sociale a imposé un sous-pouvoir dans l'espoir d'un surdéveloppement. Et c'est la chance du Cameroun aujourd'hui avec ce qu'on appelle le Code général de la décentralisation. Et ça, c'est pour éviter ce que Séverin Legambele disait tout à l'heure. Si on continue dans le déni de cette démocratie, on va se retrouver dans une voie sans issue. Or, on a l'issue.
C'est pourquoi j'insiste, pour ma part, dans toutes les activités que je mène, sur l'importance de la citoyenneté. Seule la citoyenneté fera que le fonctionnaire camerounais ou africain serve son peuple. Je voudrais entendre chacun de vous sur cette proposition de professeur Achille Mbembe. Il dit bien, l'Afrique est travaillée par deux forces, celle de l'innovation et celle de clôture, de mort. Le moment est venu pour la France de faire un choix et sortir de l'ambiguïté. La finalité ultime de ces rapports entre la France et les pays du continent, c'est de contribuer à la protection du vivant, c'est de faire avancer les forces du vivant en Afrique. Je crois que c'est un appel, c'est fondé. Mais si tu permets, Séverin, il y a quelque chose qui se cache derrière cette bien entendu, toujours. Hein, nous, les philosophes, nous grattons. Hein. Je dois dire ceci. L'Afrique n'est pas traversée par deux courants, un courant mortifère et un courant d'hommes bien. L'Afrique est traversée ou éclatée par des classes en lutte. Il y a des pauvres qui veulent accéder, n'est-ce pas, à plus de nourriture, et il y a une classe de riches qui est détentrice des pouvoirs. Je crois que c'est ça la lecture qu'il faut avoir. Mais dès lors que vous avez créé cette dichotomie, et vous avez décidé que les autres qui sont au pouvoir, ou qui aspirent à arriver au pouvoir, aspirer au pouvoir, c'est des méchants, c'est des satrapes. Je reprends là les mots aussi de Bébé. Alors, dans ce cas-là, vous êtes en train de créer le front de contestation qui va donc produire ce que nous appelons le renversement chaotique. C'est vrai que la théorie de Père Bush, c'est le chaos réparateur, mais ce chaos ne répare presque rien, surtout pas pour les pauvres, qui sont généralement les plus nombreux. Donc, je ne suis pas pour ce discours dualiste, dichotomiste, qui, au lieu de rechercher le problème dans les classes sociales, va plutôt rechercher dans les classes politiques, les combats politiques. Les combats politiques ne sont pas les plus prégnants dans nos sociétés. Ce surinvestissement du champ politique, justement, va causer notre perte. Parce que nous pensons que ce n'est qu'avec la démocratie, et donc les combats politiques, que nous allons pouvoir résoudre nos problèmes. Non. Il faut investir sur les moyens économiques, les moyens sociaux, et puis lorsque les gens sortent davantage de la pauvreté, ils sont capables de mieux discuter des questions du pouvoir. Oui, je dirais que la mobilisation de la notion de classe en Afrique est à la fois fragile et très délicate. Parce qu'en réalité, les pays africains, dans leur majorité, n'ont pas un problème de sous-développement, mais de mal-développement. C'est-à-dire qu'il y a un problème de répartition des ressources pourtant disponibles en grande quantité. Et lorsqu'on évoque cet aspect, il s'agit donc de comprendre que tous les combats qui sont menés aujourd'hui dans les pays africains en général, c'est des luttes de survie en réalité. Mais pour qu'il y ait mal-développement, il faut déjà qu'il y ait développement. On n'en est même pas encore là. Il est là. Le minimum qui est là. Exactement, le minimum est là, mais n'est pas équitablement réparti. C'est une affaire de Et à ce moment, cela pose nécessairement le problème de la gouvernance. Et on peut comprendre pourquoi c'est une question qui est centrale. Et lorsque, je pense, le professeur Achille Mbembe évoque ce discours qu'il tient, il faut justement comprendre qu'effectivement, en Afrique, il y a des dynamiques d'innovation. Ce qu'il appelle les dynamiques d'indocilité. Donc, on ne peut pas donner l'impression que face à la misère ambiante, par exemple, les jeunes Africains ont baissé les bras. Non, ce n'est pas le cas. Il y a des dynamiques, ce que Jean-Marc appelait des ripostes. Mais est-ce que nous investissons suffisamment dans cette dynamique d'innovation, cette dynamique d'évolution, cette dynamique de changement? Pas forcément de renversement, pas forcément de révolution, mais il suffit de circuler dans les villes africaines aujourd'hui pour vous rendre compte de la forte capacité entrepreneuriale des jeunes aujourd'hui. Cela montre que les jeunes comprennent de plus en plus qu'ils n'ont pas à croiser les bras et attendre les actions de l'État-providence ou providentiel, mais qu'ils peuvent, par leurs efforts, investir et produire quelque chose. Et on peut comprendre aussi pourquoi, de plus en plus, les États africains eux-mêmes investissent dans la promotion de l'entrepreneuriat. Et par cette promotion, on observe donc l'émergence de nouvelles figures de la réussite qui ne sont pas forcément des figures politiques. Et avec ces figures, les États africains sont appelés à composer aujourd'hui. Sauf que ces nouvelles figures, ce que vous appelez les nouvelles figures, sont redoutées par les tenants du pouvoir actuel parce qu'on s'est dit elles sont de connivence avec les autorités des grandes puissances, etc. C'est ça le problème. Je parle, j'espère que vous me comprenez très bien. Oui. Vous avez certainement lu ce qui s'est dit après la sortie du professeur Mbembe. On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il se met avec le président français? Pourquoi est-ce qu'il est dans sa suite quelqu'un qui a toujours eu des positionnements que nous connaissons?
C'est ça le problème aussi. Oui, il y a dans la conscience d'une élite intellectuelle africaine ce qu'on pourrait appeler une présomption de culpabilité qui pèserait a priori sur tout ce qui oserait se rapprocher de la France. Or, il faut bien dire, faites un tour au niveau des ambassades. Vous allez voir le nombre d'Africains qui postulent pour aller en France. Donc, on a l'impression qu'il y a cet épouvantail de sentiments anti-français qu'on essaie d'agiter de temps en temps. Pourtant, la réalité nous démontre le contraire. Combien de médecins camerounais exercent-ils en France? Combien d'ingénieurs? On peut multiplier cela dans tous les domaines. Et c'est le cas dans tous les autres pays africains, sénégalais, maliens, ainsi de suite. Donc, il y a une réalité empirique, mais qui est voilée par une illusion politique qui est agitée carrément comme un épouvantail. Et on donne l'impression que la France aujourd'hui se positionne dans la continuité d'un rapport de force marqué par l'impérialisme. Or, la France elle-même est consciente qu'il y a aujourd'hui en Afrique... C'est la position du professeur Nkoulou. Vous voulez que je vous pose une question? Je termine avec votre permission, professeur. La France aujourd'hui est consciente que l'Afrique aujourd'hui est travaillée par une multiplicité d'acteurs. Et la France ne peut plus se positionner comme un acteur seul, mais c'est un acteur qui fait avec les autres. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a d'autres partenaires qui travaillent aujourd'hui en Afrique et qui contribuent à reconfigurer les rapports entre les États. Et on ne peut pas dire que la France n'est pas consciente de cela, puisqu'elle-même subit ce rapport-là lorsqu'elle est en relation avec d'autres États, que ce soit les États-Unis ou même la Chine, par exemple. Bon, alors, moi j'ai une observation à faire à ce niveau, notamment à partir du propos de mon frère et ami Achille Mbembe, que vous avez cité tout à l'heure, parce que vous avez insisté sur deux mots, deux notions clés. Il y a la notion de clôture et il y a la notion de vivant. Je crois que cela est parti d'une définition en quelque sorte hyperbolique de ce que l'Afrique aujourd'hui, mais dans le cadre de ce que certains théoriciens appellent la dystopie, c'est-à-dire que l'Afrique est marquée par le malheur et les pouvoirs africains sont caractérisés par leur capacité à donner la mort et à détruire le vivant. Et c'est ce qui va pousser, par exemple, Achille Mbembe à dire la chose étrange suivante. Je vais vous lire disons une citation que j'ai là, comme par hasard. Alors, voici ce que Achille Mbembe a déclaré il y a quelques mois. S'agissant du Cameroun, la seule et unique question qui vaille désormais la peine pour la France comme pour ses alliés occidentaux est de savoir quand, comment et dans quelles conditions organiser urgemment et en bon ordre la succession afin que ce pays, le Cameroun, puisse recommencer sur de nouvelles bases. Est-ce que c'est cela que nous voulons pour nos États? C'est-à-dire qu'une puissance amie s'ingère dans les affaires intérieures d'un État et puis qu'ils nous disent ce qu'il faut faire et qu'ils viennent organiser la succession. Nous n'acceptons pas cette façon de faire. Nous pensons que nous avons des partenaires. Il y a la France, bien sûr. Il y a la Russie, etc. Eh bien, nous demandons simplement que nos partenaires traditionnels acceptent qu'un pays comme le Cameroun puisse négocier des partenariats avec d'autres puissances. Et d'abord avec nos alliés traditionnels. Et qui sont nos alliés traditionnels depuis les années 30? Si je me réfère simplement à ce que les pères du panafricanisme, les pères des indépendances africaines ont dit. Eh bien, nos alliés traditionnels, eh bien, c'est le monde afro-asiatique. Et c'est ce que là, Du Bois, le père du panafricanisme, Nkrumah, Cheikh Anta Diop, ils avaient dit que le complément nécessaire du panafricanisme que Achille Mbembe refuse, eh bien, le complément nécessaire du panafricanisme, c'est la solidarité afro-asiatique. Voilà notre perspective. Mais ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est que nous restions prisonniers des zones d'influence dessinées à la conférence de Berlin en 1884. Or, précisément... Est-ce que vous êtes d'accord que quand on écoute, il y a des déclarations comme ça, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a... Ça fait quand même peur, on se demande, la nouvelle société civile africaine, si nous voulons établir une relation saine avec nos partenaires,
Est-ce que ce n'est pas une attitude qui peut faire peur à vous, à moi, au professeur Mondoui? Il y a un préalable qu'il est important de préciser, c'est qu'entre les États, il n'y a que des intérêts. Et nous parlons là des rapports de force. Et pourquoi certains États se trouvent-ils dans des situations où ce sont des partenaires qui viendraient, par exemple, organiser les élections? On sait bien que ce sont souvent des partenaires qui financent les élections. Comment sortir de ce statut de dépendance? C'est la question qui est fondamentale. Parce que la souveraineté n'est pas un slogan. La souveraineté se construit. On est dans des sociétés où 99% des vaccins consommés viennent de l'extérieur. La monnaie utilisée vient d'ailleurs. Les théories enseignées dans les facultés viennent d'ailleurs. Mais on est fiers de dire qu'on est souverain. Vous voyez qu'à un moment donné, il y a la nécessité pour nous de nous remettre en question et de poser la question dès la base au niveau structurel et non au niveau conjoncturel. Parce que tant que nous partagerons des manières de penser élaborées dans des laboratoires occidentaux, nous ne pourrons pas prétendre à une quelconque souveraineté. Mais pourquoi est-ce que ce problème ne se pose-t-il pas avec les partenaires asiatiques? Je vais vous prendre un exemple. Le problème de la conditionnalité de la démocratie ne se pose pas avec la Chine, elle ne se pose pas avec la Russie, elle ne se pose pas avec le Brésil. Ce ne sont que les partenaires de l'Union européenne qui posent le problème de la conditionnalité démocratique. Et je vais vous apprendre, peut-être vous le savez très très bien, que, par exemple, avec les pays asiatiques, avec les pays émergents, nous ne sommes pas dans une relation de dépendance. Nous sommes dans un partenariat, n'est-ce pas, d'égal à égal. Et là, les Brésiliens, les Chinois, les Coréens, les Japonais ne nous demandent pas de modifier notre mode, n'est-ce pas, de gouvernance pour nous prêter de l'argent. Nous faisons partie, et ça vous le savez peut-être aussi, ou alors si je ne le savais pas, je vous l'apprends. Nous sommes membres du FOCAC, c'est la grande structure, n'est-ce pas, qui réunit les pays africains autour de la Chine, le FOCAC. Le Forum de coopération. Une sorte de Chine-Afrique. Nous sommes aussi membres, n'est-ce pas, des routes de la soie. Et nos pays reçoivent des financements colossaux. Et d'ailleurs, la plupart des infrastructures actuellement qui sont réalisées au Cameroun viennent, n'est-ce pas, des fonds, n'est-ce pas, de ces pays-là. Mais jamais, au grand jamais, ces pays ne nous ont posé aucune conditionnalité, ni en termes de démocratie, ni en termes de droits de l'homme, ni en termes, n'est-ce pas, de modification des valeurs sociales. D'où vient-il que, eh bien, seules les anciennes puissances coloniales insistent sur la question de la démocratie. Et nous ne pouvons pas accepter une telle perspective, parce que dans la mesure où nous avons encore un problème fondamental à régler, le problème de la sortie des zones d'influence. Nous y sommes encore. Et c'est donc la raison pour laquelle la priorité, n'est-ce pas, pour les pays africains, comme pour les pays d'Asie, eh bien, c'est d'abord de recouvrer leur souveraineté, d'asseoir, n'est-ce pas, la souveraineté sur l'ensemble du territoire, de construire, si vous voulez, la base infrastructurelle, n'est-ce pas, du développement. Et c'est ce que le Cameroun est en train de faire. Et vous savez que nous avons des tas de choses actuellement dans cette Je voudrais quand même apporter peut-être quelques précisions, parce que finalement, j'ai l'impression que nous voulons sortir d'une dépendance politique pour entrer dans une dépendance économique. La Chine est là, il y a d'autres partenaires qui sont là, mais il ne faut pas oublier que derrière tout modèle économique se cache une idéologie. Le modèle chinois a des valeurs qui sont véhiculées. Actuellement au Cameroun, il y a des Indiens qui sont là et qui appliquent l'intelligence économique. Ils s'imposent déjà à travers les chaînes de télévision, ils s'imposent déjà à travers la mode, et ainsi de suite. Et à un moment donné, quand on va se réveiller, on aura l'impression que nous sommes tous devenus Indiens. Non, et donc, il n'y a pas une dépendance qui soit moins ou supérieure à une autre. Moi, j'estime que le plus important, c'est de pouvoir mobiliser des ressources, à la fois intellectuelles, cognitives, et puis matérielles, qui permettent de s'affranchir de toute forme de dépendance. Et ce n'est qu'à ce titre et qu'à ce prix que l'on pourra avoir un peuple africain qui est fier de ses productions locales, un peuple africain qui est fier de se positionner avec des partenaires comme un partenaire égal à égal.
Oui, le problème majeur, si tu permets, Séverin, c'est que lorsqu'on entend le professeur Nkolo Foué, justement, on arrive à se dire, est-ce que l'Afrique n'est pas au carrefour des dépendances, chacun allant dans son sens. Sur le plan politique, aucun pays... C'est normal parce que nous avons des atouts économiques. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Aucun pays africain, partenaire de la Chine, ne peut se prononcer sur Taïwan sans avoir des représailles. C'est une ingérence politique claire. On ne peut pas partir de là. Et maintenant, si vous observez le fonctionnement de la Chine, c'est le respect des choses en interne qui ne se font pas chez nous. Il y a alternance en Chine, c'est-à-dire c'est évolué. Or, la Chine est capable socialement de dire, je ne regarde pas sur le plan politique, faites ce que vous voulez, un président peut s'éterniser au pouvoir toute sa vie, la Chine viendra toujours. Ça, c'est pernicieux, c'est spécieux, c'est un argutie contre le développement de l'Afrique. C'est pourquoi je pense qu'il y a des bonnes idées. Le professeur a parlé tout à l'heure des questions de la ZLECAf. Il y a le Nigeria qui travaille sur cette question en disant, nous avons notre monnaie. D'autres pays africains ont leur monnaie. On ouvre la zone d'échange continentale africaine. Que faut-il faire? Il faut payer. On ne va pas payer en monnaie occidentale. Jamais dans le système. Ils ont mis un système de paiement intermonnaie africaine. Vous avez votre CFA, vous payez en Naira, ainsi de suite. C'est vers là que l'Afrique doit penser son émancipation. Parce que lorsqu'on parle aussi de coups d'État, regardez, et dans une négation, dans une innovation, c'est vous, professeur, qui avez parlé de l'innovation. L'innovation par les coups d'État. Dans certains pays, Mali, Burkina, Guinée, vous voyez bien que c'est une catégorie de la jeunesse. L'innovation par les coups d'État. Voilà, c'est une innovation par les coups d'État, c'est une prise de pouvoir plus ou moins... Mais ce n'est pas encouragé quand même. Non. Dans le cadre de la démocratie... Vous savez, pour les jeunes qui entrent, peut-être, on est en période de rentrée, qui entrent en sciences politiques, il faut mettre le voile et savoir que le coup d'État est une modalité d'accession au pouvoir, même si elle n'est pas encouragée dans les textes constitutionnels, il faut l'intégrer. Donc, je pense que l'esclavation ne doit plus être conçue par des Africains. Pour le cas de la France et de l'Afrique, il y a une nationalité qui est née, c'est la nationalité France-africaine. Si vous êtes France-africain et que vous avez une OSC, vous serez payé. Et dans cette logique, leur discours en privé cranche avec le discours public. Et ça pose les problèmes que ce sont des Africains qui, au nom de peut-être pécune pour vivre, trahissent l'Afrique et nos nationalistes, Kwame Nkrumah et consorts, peut-être ils se retournent dans leur temps. D'autres faits d'actualité ont meublé les colonnes des journaux cette semaine. Joël Igor Abanda les a parcourus. Regardons le relevé de presse de Scène de Presse. L'actualité de la presse cette semaine, le quotidien public bilingue Cameroun, Tribune, dans sa parution de lundi 19 septembre, nous apprend que le président de la République, Paul Biya, était représenté aux obsèques de la reine Elisabeth II à Londres par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Tandis que le journal Le Jour s'intéressait à la restructuration de la Sonara, le journal nous informe que 250 milliards de francs CFA ont été mis à la disposition de la société à cet effet. Concernant la même information, le bi-hebdomadaire L'Anecdote parle d'un plan Marshall pour réhabiliter la Sonara. Le quotidien L'Économie nous informe que la dette des traders a été restructurée à la Sonara. Le journal Éco-Santé nous informe que la société camerounaise d'urologie opère des fistules obstétricales et du rétrécissement de l'urètre à l'hôpital central de Yaoundé en prélude à leur tout premier congrès. Le journal quotidien indique à sa une que l'eau qui vient d'Akomiada est de nouveau potable et abondante. Une bonne partie de Yaoundé est désormais ravitaillée en eau potable, surtout que la production journalière est passée de 80 à 123 000 mètres cubes. Mutation de mardi indique que 5 prêtres ont été enlevés après une attaque de leur chapelle près de Mampé le 17 septembre dernier. La nouvelle expression revient sur la même information et précise que les évêques de la région du Nord-Ouest se sont exprimés sur l'incendie de la paroisse Sainte-Marie de Nchang dans la région du Sud-Ouest. Alors que le jour avertit sur la menace des éléphants qui pèsent sur les populations des Bolova depuis un mois. Paul Biya, aux côtés des sinistrés de Kousseri, Yagwa Meyomessi, c'est le titre qui barre la une du quotidien Réalité Plus. Le journal indique que le ministre de l'administration territoriale est allé donner à ces populations des tonnes de matériel, des produits et autres soutiens multiformes de la part du président de la République. Le journal Info Matin revient aussi sur le soutien du couple présidentiel aux sinistrés de Meyomessi où Paul Atangandi
a remis des dons du couple présidentiel à 450 personnes dont les maisons et les cultures ont été détruites en mars dernier. Le messager nous amène à l'hôtel du sacrifice du complexe sportif d'Olembe et nous apprend que l'entreprise en charge des travaux du stade refuse de payer les sous-traitants. Le quotidien Mutation parle de l'affaire Le Corps sportif avec une lettre ouverte au Premier ministre chef de gouvernement. Le journal nous informe que suite à la série d'audiences accordées à Yaoundé à des officiels de la firme, un membre du comité exécutif de l'Africa Foot rompt le silence. Cameroun Tribune du mercredi parle d'une affaire à suivre pour le quotidien public bilingue à 2 mois de la Coupe du Monde. Le choix d'habiller les lions indomptables continue d'alimenter les débats et les tractations. Ainsi va la presse cette semaine. Professeur Mondoué, on va peut-être commencer à penser à boucler ce programme. La question qui est au centre, les nouveaux rapports entre l'Afrique et le continent. Est-ce qu'on ne peut pas envisager des passerelles qui nous permettraient de mettre en relation la France, non pas en relation avec les États, mais avec des blocs de l'Afrique centrale, blocs de l'Afrique de l'Ouest, Or, on s'imagine qu'à ce moment, c'est pas facile d'avoir ces entités-là. Est-ce que la relation entre les blocs africains et la France, c'est pas une solution? Oui, mais une solution parmi tant d'autres, hein, parce qu'il faut dire que les rapports bilatéraux ne sauraient être gommés. Oui. La France est dans l'Union européenne, mais ça n'empêche qu'elle entretienne des rapports privés ou privilégiés avec certains États africains. Et donc, il me semble que les blocs sont importants pour renforcer notre coopération, pour renforcer nos capacités de réaction et de réactivité face à la puissance des autres qui arrivent chez nous. Et donc, nous avons la CEMAC, par exemple. Nous avons la CEAC qui va arriver. Il y a l'Union africaine, il y a la BAD, il y a toutes ces institutions-là qui sont capables, si elles sont bien structurées ou bien managées, d'être de belles réponses, de très belles réponses à cette tentative de main basse, pour parler comme Mongobetti sur l'Afrique. Alors, sur la nouvelle relation France-Afrique, il faut passer par où pour qu'il y ait tout au moins partenariat? Il faut passer par la prise en compte de la pluralité des acteurs qui s'imposent aujourd'hui dans le continent et dans le monde. Et il revient à cet effet aux pays africains de se mettre ensemble pour être plus forts, pour être plus soudés, afin de pouvoir proposer quelque chose qui puisse s'imposer aux partenaires français. Parce que je l'ai dit, c'est un rapport de force. Et dans un rapport de force, chacun est appelé à montrer qu'il est capable d'influencer et qu'il est capable de faire chanter l'autre, entre guillemets. Docteur Nka. Oui, pour ma part, je reste toujours dubitatif sur la France-Afrique. Je dis simplement que les décideurs africains ont la chance d'avoir posé eux-mêmes les bases. C'est l'agenda 2063. Il faut que cet agenda soit inscrit dans nos programmes panafricains. L'université panafricaine est déjà là pour montrer l'exemple que cet agenda, les valeurs de l'Afrique soient enseignées en Afrique, parce que ce développement-là doit d'abord être endogène. S'il n'est pas endogène, on a de fortes chances que d'ici 50 ans, on se retrouve pour les mêmes débats d'aujourd'hui. Malgré tout, on peut imaginer des rapports sains entre la France et l'Afrique à l'avenir, compte tenu de la volonté exprimée par les autorités françaises. Oui, mais l'Afrique ne souhaite que des rapports sains, pas seulement avec la France, mais avec pratiquement tous les pays amis. Vous savez, Séverin, le cœur de l'Afrique est vaste et généreux. L'Afrique est prête à accueillir tous ses amis, d'où qu'ils viennent, à condition que ces amis-là respectent sa souveraineté et que ces amis-là ne lui imposent pas leur modèle de développement. Parce que aucune nation au monde, aucune civilisation ne s'est développée sur ces bases-là. Les civilisations se développent en puisant leur énergie de l'intérieur, non à partir d'une impulsion extérieure. Voilà la raison pour laquelle nous autres insistons sur la question de la souveraineté. Et voilà la raison aussi pour laquelle la philosophie de notre ami Achille Mbembe pose tant de problèmes.
Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Scène de presse. Nous avons ouvert une brèche. La réflexion peut se poursuivre. Hein. Nous n'avons pas, ne sommes pas détenteurs de la vérité ici. C'est un débat. L'approche des relations entre la France et l'Afrique, c'est des partenaires, veut-on dire, mais il faut bien qu'il y ait un cadre tout à fait clair. Merci à vous qui êtes venus nous rendre visite et nous permettre de partager votre savoir. Merci à vous qui nous regardez à la maison. Bonsoir à tous.